Toutes et tous. Moi, je me présente, je suis Laurent Domingos, l'un des deux coprésidents d'AFSI avec Harold David, l'association qui accompagne et chapeaute le Festival of d'Avignon. Et on est heureux aujourd'hui d'accueillir le webinaire d'audience, qui est un partenaire historique d'AFSC depuis, je pense que depuis que moi, AFSC, c'est partenaire. Euh, qui est un partenaire qui nous aide non seulement à l'année, mais aussi effectivement qui vous aide notamment pendant le festival, mais aussi en dehors, et là on va le voir aujourd'hui, pour accompagner à la fois les structures, les compagnies, mais aussi les artistes, hein. Moi j'ai connu Audience tout d'abord comme une mutuelle, qui accompagnait les artistes, les compagnies, les structures, comme vous allez le voir dans ce webinaire. Alors ce webinaire il est essentiellement consacré, enfin on va parler à la fois de l'emploi, et des conditions d'accessibilité pour les ERP, essentiellement. Euh, de manière plus générale, les conditions des ERP relatives à l'accessibilité. Je laisse donc les maîtres de cérémonie sont Pascal Parsard, qui est le spécialiste audience sur ces sujets, et Philippe Demoulin, qui est membre d'une compagnie qui s'appelle Les Singuliers. Oh là, je l'ai perdu. Les Singuliers, non, c'est un genou. Les, Les Singuliers les singuliers associés. associés. Associés, les Singuliers associés, et qui a créé un dispositif qui s'appelle Dans tous les sens. Et donc, c'est eux qui vont gérer ce webinaire. Nous, on est en support. Tous les partenaires qu'on a, que ce soit Audience, le CNM, la CCT, Spitam, etc., euh, ils ont l'initiative de leurs informations, de leur webinaire, et nous, on est là en support pour créer le lien avec vous. Pour mettre, donc, ce qui est important, c'est que ça va être mis, ça va être mis sur les réseaux sociaux, donc sur YouTube, par exemple. Et donc, si vous pensez que certaines structures que vous connaissez, ou certaines personnes que vous connaissez, seraient intéressées, auraient besoin de cette information-là, eh ben, vous pourrez leur passer le lien. N'hésitez pas à partager au maximum. L'information est précieuse, elle est disponible, mais parfois c'est pas facile de la trouver. Voilà, je laisse Pascal et Philippe, du coup, officier. Merci Laurent, mesdames, messieurs, bonjour. Merci au Festival Off de nous accueillir et de permettre de partager ces informations qui nous semblent essentielles aujourd'hui. Donc je suis Pascal Parsat, l'expert du vivre ensemble pour le groupe Audience que je vous présenterai plus amplement tout à l'heure. Je laisse peut-être Philippe aussi se présenter, Manon. Écoutez, moi je suis Philippe Demoulin, je suis metteur en scène dans une compagnie qui s'appelle les Singuliers Associés à Limoges et je suis coordinateur d'un dispositif qui s'appelle Dans tous les sens sur l'accessibilité du spectacle vivant en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est un pôle ressources régional sur l'accessibilité du spectacle vivant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Manon Sérigny, responsable des relations au public pour Avignon Festival et compagnie, et également référente accessibilité pour cette structure. Et Agnès, pour conclure ce tour d'écran. Oui, alors moi je suis moins spécialiste que les personnes qui viennent de se présenter. Je suis donc Agnès Azaïs, je suis directrice des projets pour Avignon Festival et compagnie. J'ai travaillé de nombreuses années sur les inscriptions au programme qui inclut également toutes ces notions d'accessibilité, puisque d'année en année, on essaie de rajouter des outils qui améliorent ça. Avant peut-être de commencer, est-ce que vous voyez bien mon écran au niveau du partage? Ouais, c'est OK. Parfait. Alors nous Alors sommes Pascal, partis. je te relaisse la parole. Alors, dans le titre que nous avons proposé, on parlera d'emploi, on parlera évidemment des lieux culturels, les ERP comme on les appelle, et puis également de l'accès aux œuvres. L'enjeu, c'est si l'on parle d'accessibilité, ça intègre l'accès à l'emploi, mais ça intègre aussi l'accès à un lieu et évidemment l'accès à l'œuvre. Le sujet du handicap est donc au cœur de notre rencontre d'aujourd'hui, mais ça impacte également les sujets du vieillissement, des accidents de la vie qui peuvent intervenir. Le sujet du handicap. Alors, si on remonte dans l'histoire, l'origine du mot vient d'un jeu anglais, handicap, la main dans le chapeau, à savoir que l'on misait une somme et on tirait au sort un objet. Et puis, comme beaucoup
beaucoup de termes de l'époque. Celui-ci a été ensuite transféré sur les sujets du sport et l'on voit d'ailleurs qu'il y a des handicaps dans les sports équestres, qu'il y a des handicaps dans le golf. Et ce qui est intéressant d'apprécier, c'est qu'à l'époque, pour faire en sorte qu'il y ait une équité, une égalité de possibles et de résultats pour les cavaliers, les plus menus étaient lestés pour permettre aux plus trapus de ne pas être défavorisés. De là, cette dimension donc d'entrave, de gêne, de lourdeur, de complications qui a longtemps perduré au sujet du handicap. Si on remonte dans le temps, on était sur les infrahumains, puis les infirmes, puis les invalides, puis les handicapés, puis enfin, s'est fait jour la notion de personne en situation de handicap, qui est d'ailleurs la formule européenne, sous-entendu quand une personne se trouve dans un environnement qui ne prend pas en compte ses besoins et n'y apporte pas de réponse, alors cette personne est en situation de handicap. Et enfin, si vous voulez briller dans le déjeuner, dès aujourd'hui, vous n'aurez qu'à parler des bénéficiaires de la loi du 11 février 2005 que je vous présente de ce pas. La loi du 11 février 2005, dite loi d'égalité des droits et des chances, de la participation, j'insiste toujours sur ce thème, participation et de la citoyenneté des personnes handicapées. La France, elle, parle de personnes handicapées. Cette loi élargit la notion du handicap et c'est ainsi qu'elle est formulée, je vous en fais la lecture, constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant. Les principes de base de cette loi de 2005, c'est d'abord, elle élargit, je l'ai dit, la définition du handicap aux déficiences psychiques et maladies invalidantes, quand jusqu'à présent, on ne parlait que de handicap moteur, personnes à mobilité réduite, PMR comme on les appelle, mais aussi le handicap sensoriel, la surdité et la cécité, partielle ou totale. Et puis, il y avait également le handicap mental. Désormais, il y a donc le handicap psychique qui impacte la santé mentale, qui n'a rien à voir avec le handicap mental, et bien sûr, les maladies invalidantes que je vais vous présenter dans quelques instants. Cette loi aborde également, avant tout, l'accessibilité à tous et pour tous, et ça vaut donc de fait. Premier acte, c'est l'autodétermination, c'est l'autonomie de la personne et c'est seulement dans un deuxième temps que l'on aborde la dimension de compensation. Il s'avère qu'en beaucoup d'endroits, le sujet de la compensation a pris le pas sur le sujet de l'autonomie. Et puis, évidemment, cette loi, et c'est la plus ambitieuse d'Europe, on a toujours tendance à dire que la France est en retard. Quand on voyage, on se rend compte que ce n'est pas forcément le cas. Nous avons, nous, abordé le sujet en France sur la non-discrimination faite à l'autre parce qu'il est autre. Et donc, de fait, cette loi est beaucoup plus ambitieuse que d'autres pays, d'autant que la France est le seul pays laïque de toute l'Europe. Alors, handicap, je propose peut-être que l'on projette la cartographie des handicaps que je t'ai adressés, Agnès, tout à l'heure. Dans quelques instants. Pendant que Agnès nous affiche la carte, en tout cas, on chiffre aujourd'hui à peu près à 12 millions de Français concernés par le sujet du handicap. On part du principe, selon l'AGFIP, qu'un Français sur deux, au cours de sa vie, va rencontrer le handicap qui augmente de 7,6% par an. 80% des handicaps sont invisibles. 90% des handicaps ne demandent pas d'aménagement de poste, au mieux un aménagement de temps, de rythme et d'organisation. Voilà donc la cartographie qui apparaît sur votre écran. Comme on peut le constater, 49% des Français pensent que le handicap est d'abord moteur. Or, sur à peu près 850 000 Français qui ont de grosses difficultés pour se déplacer, seulement à peine 5% se déplacent exclusivement en fauteuil roulant. Vous remarquerez que je parle de personnes qui se déplacent
déplacent en fauteuil roulant et non pas de personnes qui sont en fauteuil roulant, dans la mesure où le seul intérêt de cet objet qu'est le fauteuil roulant est donc de se déplacer, car pour le reste, la personne n'est pas forcément attachée à son fauteuil. Donc on voit bien que le handicap moteur, on rebat les cartes un peu sur le sujet. En revanche, là où il y a de véritables chiffres intéressants à observer, c'est le handicap cognitif, qui est de 37,10%. Le handicap cognitif qui regroupe tout ce qui est dyslexique, dysorthographique, dyscalculie, mais aussi les TDAH, les hauts potentiels intellectuels et autres. Donc, c'est extrêmement vaste, mais il est évident que, et d'ailleurs on le voit dans toutes les écoles supérieures, qu'elles soient artistiques ou techniques, le nombre d'apprenants, d'étudiants, comment dirais-je, d'apprentis, de stagiaires ayant une problématique de handicap cognitif est en constante augmentation. Le deuxième objet qui vaut d'être aujourd'hui partagé, c'est le handicap auditif, puisque 22,6% des Français sont concernés par le sujet. Ensuite intervient le sujet de la maladie invalidante qui intègre la dimension du VIH, du cancer, du diabète, des problématiques respiratoires. En soi, ce ne sont pas des handicaps, mais les conséquences de ces situations peuvent générer des handicaps. Si je prends le cas du VIH, on peut faire une uvéite et donc être aveugle pendant en gros 48 heures. Donc c'est la conséquence qui amène la notion de handicap. Nous avons ensuite le handicap psychique, qui donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, est une problématique de maladie mentale, de santé mentale, à savoir la schizophrénie, à savoir la bipolarité, les TOC, entre autres. Et puis, nous avons également le handicap visuel, 5,6%. Et pour conclure, le handicap mental, qui lui n'est que de 2,3%. Est-ce que vous avez des questions à cet endroit? Est-ce que vous souhaitez rebondir? Du coup, de reprendre, de supprimer le partage, de regarder s'il y a des questions dans le chat. Je pense pas en voir. Après, vous pouvez intervenir aussi directement ici si vous voulez lever la main ou vous exprimer. Alors, je continue. Ah, il y a Pierrette Dupoyer Ah, qui veut poser une question. Pierrette, bonjour. Oui, bonjour. Oui, simplement, c'est une petite parenthèse un peu personnelle, je m'en excuse par avance. C'est que je prévois, moi, à l'automne, une conférence sur tous les handicaps et je voulais savoir, après, on pourra avoir votre contact pour que vous puissiez éventuellement venir à cette Bien conférence sûr, que je vais faire sur le handicap. bien sûr, mais avec plaisir. Avec plaisir. Merci. Mais je vous en prie. Donc, seulement 15% naissent en situation de handicap et donc la grande majorité l'acquiert au cours de la vie, majoritairement après l'âge de 16 ans et plus encore après l'âge de 45 ans. Et on le voit bien dans nos entourages personnels ou professionnels que tel ou tel va d'un seul coup avoir une maladie invalidante, une maladie chronique. C'est quand même le sujet aujourd'hui qui est de plus en plus présent, c'est la maladie chronique. Alors, quels sont les impacts? C'est naturellement sur l'emploi, sur les ERP et bien sûr sur l'œuvre. Alors, sur le sujet de l'emploi, en quelques mots, je vous présente Audience, qui est votre groupe de protection sociale. Effectivement, ce n'est pas une seule complémentaire santé, j'allais dire une mutuelle, comme on l'appelle, mais c'est beaucoup plus que ça. Audience, c'est d'abord une entreprise qui compte 600 collaborateurs, qui compte dans ses effectifs 15,5% de travailleurs en situation de handicap quand la loi contraint les entreprises qui ont plus de 20 salariés à en compter au minimum 6%. La moyenne nationale est de l'ordre de 3,54%. Donc, on peut dire effectivement qu'Audience est très au-dessus et incarne pleinement les valeurs qu'il partage avec les professionnels dont il a la responsabilité. C'est un groupe paritaire constitué à égalité de représentants des employeurs et de représentants des salariés, détentrices de différents labels, diversité, parité, mais aussi également à l'origine de Ecoprod pour l'éco-responsabilité dans le cinéma et l'audiovisuel, et enfin signataire de la charte LGBTQ+, avec l'autre cercle.
beaucoup d'actions qui sont commises, dont, entre autres, le fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle que le ministère de la Culture confie à Audience. Donc, cela vous concerne. Si vous avez un sujet qui préoccupe votre carrière, eh bien, il faut saisir le fonds de professionnalisation et de solidarité des artistes et techniciens du spectacle. Il y a également la mission handicap du spectacle vivant et enregistré en partenariat avec l'AGFIP, qui est l'organisme collecteur des entreprises privées assujetties à l'obligation d'emploi dont je viens de vous faire état à l'instant. Et puis, il y a aussi, et vous le savez, la cellule d'écoute contre les harcèlements sexistes et, comment dirais-je, les violences et harcèlements sexistes et sexuels que porte Audience au nom du ministère de la Culture et des partenaires sociaux, bien sûr. Alors, la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que beaucoup de structures sont des TPE, PME, voire des TTPE, et donc ne sont pas toujours dotées d'un service RH, d'où la nécessité d'accompagner l'emploi dans l'environnement du spectacle vivant, de l'audiovisuel, du cinéma, de la radio, de la production phonographique et aussi, bien sûr, des prestataires techniques de ces environnements. Alors, ensuite, il y a évidemment le pour qui, tout naturellement. Donc, ça concerne aussi bien les employeurs que les salariés. À cet effet, je vous cite quand même quelques chiffres qui sont intéressants. C'est qu'il y a eu un baromètre pour les femmes dans les médias qui a accompagné Audience en partenariat avec BVA et également Mosaïque sur un échantillon de 6270 professionnels. À peu près 455 ont répondu être détenteurs d'une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, ont également reconnu qu'ils sont souvent en difficulté à raison de, comment dirais-je, 49% disent rencontrer des difficultés dans leurs activités professionnelles. Donc c'est important d'avoir en tête que le sujet du côté de l'emploi n'est pas toujours connu et pas toujours, j'allais dire, maîtrisé. Donc l'endroit en échangeant aujourd'hui, c'est bien évidemment de vous inviter à partager ce que nous allons aujourd'hui mettre en évidence. La majorité des gens que nous rencontrons ne savent pas grand-chose de ce sujet, je viens de le dire, et donc il est nécessaire de souvent rompre des solitudes professionnelles qui n'osent se déclarer, qui ne savent pas qu'elles sont éligibles à la déclaration de ce qu'on appelle la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. C'est donc à peu près depuis 2017, depuis la création de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, une centaine de professionnels que nous rencontrons et accompagnons chaque année et tout autant d'entreprises. Selon l'enquête de Actrices Acteurs de France Associés, là aussi un chiffre important et en partenariat avec Audience et Thalis Santé, la médecine du travail de notre environnement professionnel, 61% des professionnels n'ont pas déclaré un accident de travail et 1 sur 10 travaillent avec une maladie chronique. Donc ce sujet de la maladie chronique, si on s'en réfère au défenseur des droits et de son baromètre en décembre 2023, il indique que les maladies chroniques qui étaient de l'ordre de 15% en 2019 devraient atteindre les 25% dès cette année en 2025. Et le fait de ne pas se déclarer génère évidemment aussi des problématiques d'adaptation de poste sur un environnement professionnel. Est-ce que vous avez des questions? Je conclus en disant que la grande majorité est entre 40 et 60 ans. Les maladies les plus rencontrées, les problématiques les plus rencontrées sont donc des troubles musculo-squelettiques, des problématiques psychiques, des maladies invalidantes, je l'ai dit, des maladies chroniques et des maladies, en tout cas des handicaps neuroatypiques. Dans les maladies chroniques, il faut quand même savoir qu'il y a le diabète, il y a l'asthme, il y a la maladie du poumon, du foie, l'hypertension, le cancer, l'obésité. Donc on le voit bien, c'est un sujet que nous rencontrons chez beaucoup de personnes que nous fréquentons, avec qui nous collaborons. Et puis, il y a donc quand même cette année 2025 et l'année de la santé mentale. Cela prouve bien combien ce sujet est important de l'avoir en tête. Juste pour information, sur les 32 élèves que j'ai quittés en 2023, ayant cessé mes activités de professeur d'art dramatique au Conservatoire de Paris, sur 32 élèves, plus d'un tiers étaient concernés par une problématique de santé ou de handicap totalement invisible. Ces personnes-là seront demain
peut-être vos actrices et acteurs dans vos distributions. Donc, le nombre augmente de manière significative. Enfin, pour conclure ce sujet, France Travail indique tout récemment, en février dernier, lors de la rencontre pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans la culture qui se tiennent à Avignon chaque année, indique que 3 775 professionnels dans le spectacle vivant se sont déclarés, se sont inscrits avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et puis, vous avez également Moving Motion Talent, qui est une plateforme qui met en relation des entreprises qui se disent handi accueillantes et des candidats qui postulent et qui déposent leur CV. Il y a aujourd'hui 3 311 profils qui se sont inscrits en affirmant, en affichant leur reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Donc, c'est quand même important de partager cela. En tout cas, nous accompagnons 4600 entreprises qui se sont inscrites à la newsletter de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré. C'est à peu près, je l'ai dit, donc 2000 personnes sensibilisées par an à l'occasion de nos différentes interventions, que ce soit au festival ou que ce soit sur d'autres rendez-vous professionnels. Alors, comment nous accompagnons? D'abord parce que nos environnements professionnels n'incitent pas vraiment à se déclarer. Sous-entendu, on se rencontre vite, on va directement au travail et l'information, la rencontre avec un service RH n'est pas spontanée, n'est pas évidente. Donc, beaucoup de nos professionnels comptent évidemment sur les périodes chômées pour retrouver la forme et l'énergie. Donc, il est important aussi d'aider chacun à pouvoir intégrer ce sujet, à ne pas renoncer à activer ses droits et tout naturellement, bien évidemment, à continuer à travailler avec une réalité de santé qui n'altère en aucune manière le savoir-faire, l'expérience, la compétence. C'est simplement que nous devons adapter l'environnement pour que justement ce savoir, cette expérience, cette compétence soit pleinement au service du projet qui réunit les uns et les autres. Donc, on le fait assez facilement. Quelqu'un qui a un rendez-vous médical, on va réorganiser les répétitions pour lui permettre d'aller à ce rendez-vous médical. Donc, adapter dans nos environnements est une chose que nous faisons spontanément, naturellement. Et donc, savoir que nous pouvons organiser de commencer moins tôt ou de travailler moins longtemps sur une journée est une chose assez simple à mettre en place. Si ce n'est que dans notre environnement, n'est-ce pas, c'est un peu comme les super-héros où on voit Superman et autres super-héros tout faire pour qu'on ne sache absolument pas qu'ils ont des super-pouvoirs. Et nous avons, nous, de notre côté, des professionnels qui font tout pour qu'on ne sache absolument pas qu'ils ont évidemment, puisque c'est le sujet du jour, un handicap ou une problématique de santé. Donc, nous sommes dans le même environnement, la crainte d'être blacklisté, la crainte d'être mal compris et d'être sous-estimé. Donc, beaucoup aujourd'hui n'osent pas se déclarer. Donc, il faut faire passer le message. Se déclarer, ce n'est pas arrêter de travailler, d'autant plus qu'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé n'a d'une durée d'existence que de 5 ans pour la grande majorité des profils que nous rencontrons. On n'est pas obligé d'en parler à son employeur. C'est un sujet personnel. On peut bien évidemment, et on a tout intérêt à le partager avec son employeur si l'on veut obtenir une adaptation de poste ou d'organisation de travail pour que ce soit équitable vis-à-vis des autres qui pourraient s'interroger pourquoi tel ou tel a une organisation facilitante quand les autres ne l'obtiennent pas. Donc, il faut évidemment qu'il y ait cette reconnaissance en qualité de travailleur handicapé qui soit mise en place et partagée. Nous avons tous travaillé avec des collaborateurs qui parfois n'ont pas bien entendu ce que l'on dit ou qui ne sont pas attentifs à ce que l'on dit ou qui réagissent de façon très surprenante à ce que l'on dit. Ça peut être un indice. Ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, il faut confondre le handicap avec un mauvais caractère. Je n'ai pas dit ça. Mais il convient évidemment d'être attentif à ces petits signaux de la fatigabilité de la personne qui n'était pas comme cela avant, de son manque de concentration, de sa problématique vis-à-vis de la lumière, vis-à-vis du son. Donc, il faut être attentif et permettre à la personne de trouver un environnement favorable pour qu'elle puisse s'exprimer
témoigner pour que tout le monde soit au fait. Je vais prendre un exemple très concret d'un régisseur plateau dont l'audition est très défaillante et ça me nuise à grande vitesse. À l'intercom, on lui annonce que la perche descend trop vite, elle n'entend pas le message et heureusement quelqu'un a réagi à temps et donc a poussé cette personne pour que la perche ne tombe pas sur elle. Ce n'était pas un sujet surprenant. Déjà, beaucoup avaient constaté que la personne n'était pas toujours attentive. Donc, vous voyez, c'est un signal fort. Sous-entendu, cette personne aurait pu être en danger, aurait pu mettre en danger l'équipe et aurait pu aussi, de fait, avoir un impact sur son employeur. Donc, en parler, c'est aussi vivre au mieux dans son emploi sans prendre de risques tant pour soi que pour les autres. Avez-vous des questions? Moi, Pascal, je voudrais bien insister sur ta dernière intervention. Je pense que c'est important la question. On parlait tout à l'heure de fatigabilité et de rythme de travail. Je pense que c'est quelque chose qui est très important à discuter en équipe et justement en ouvrant le champ, simplement pas lui dire bon bah on va travailler 3 heures ce matin, 3 heures cet après-midi, mais justement en évoquant la question de la fatigabilité, c'est quelque chose de très important et savoir aussi qu'il y a des métiers qui se développent aussi pour des métiers d'accompagnants ou on appelle de facilitateurs artistiques pour des artistes en situation de handicap qui, pour mener leur travail artistique, ont besoin d'un accompagnement, que ce soit de prise de notes, que ça puisse être d'organisation, etc. Donc, cette question-là de l'ouverture, de la question de l'adaptation aux besoins de chacun, même si tu l'évoquais, on le fait naturellement. Bon, il y a quelqu'un à un rendez-vous, quelqu'un a des enfants, on va faire en sorte d'organiser des répétitions. Eh bien, c'est dans la même lignée. Je pense que voilà, et on le verra tout au long de ce webinaire que la question de l'écoute de l'autre, de la personne, de la prise en compte tout à fait naturelle d'humain à humain, permet de souvent dépasser la plupart des situations handicapantes. Merci Philippe de cette intervention opportune. Effectivement, il faut avoir en tête que on demande assez facilement maintenant aux personnes si elles ont des restrictions alimentaires, si elles ont des choix et des préférences alimentaires. Donc on s'inquiète de la qualité de vie au travail pour faire en sorte que tout le monde soit pleinement satisfait et pleinement, j'allais dire, en phase avec le projet. C'est exactement ce que vient de dire Philippe. Ce n'est pas du tout, comment dirais-je, handicapant que d'aborder le sujet. Et d'ailleurs, pour ma part, j'ai connu beaucoup plus de gens handicapants que de gens handicapés dans un projet professionnel. L'intérêt de se déclarer, c'est évidemment de pouvoir être pleinement dans son emploi et dans sa mission, sans restriction et sans, comment dirais-je, perte d'exigence et de professionnalisme. C'est aussi, bien sûr, en conséquence, mobiliser la mission handicap du spectacle vivant et enregistrer, que ce soit pour soi ou que ce soit pour un collaborateur. Il y a des financements qui permettent ce que vient de dire Philippe en termes d'accompagnants, en termes d'adaptation de poste, d'organisation du travail, car si je prends l'exemple du spectacle Vol de nuit que j'ai produit en 2007, qui avait été reconnu par le défenseur des droits comme étant le spectacle de référence en termes d'exigence et de satisfaction des besoins, puisqu'à 360 degrés, ce spectacle était au rendez-vous du sujet du handicap, que ce soit en termes de distribution, en termes d'intervention technique, en termes de sous-traitance avec le secteur protégé et adapté pour les costumes, pour les décors, pour les caterings, pour tous les outils de communication et bien évidemment aussi en termes d'accessibilité au bénéfice des spectateurs. Donc, vous voyez, ce sujet-là a été pleinement satisfait et on voit bien que l'AGFIP, dont je parlais tout à l'heure, l'organisme collecteur pour les entreprises privées assujetties à l'obligation d'emploi, à savoir, je le redis, 20 salariés au minimum, eh bien, l'AGFIP, pour la première fois, a souhaité accompagner le financement de la sensibilisation, de l'adaptation de postes. Par exemple, nous avions un comédien de petite taille dont la capacité respiratoire ne permettait pas de remplir des salles de 1500 personnes, qui étaient les salles qui étaient nécessaires à ce spectacle, puisqu'il y avait à peu près 14 mètres cubes de volume sonore. Eh bien, nous avons demandé à la GFIP de pouvoir sonoriser cette personne et
De fait, pour ne pas la stigmatiser, nous avons demandé à sonoriser tous les artistes présents sur le plateau et la GFIP avait accepté de financer cela, de financer l'adaptation des outils d'information entre les intervenants, dont l'un pouvait être déficient visuel, l'autre déficient auditif. Donc on voit bien que le sujet du financement de l'adaptation de postes existe, il est traité, il y a des réponses, si ce n'est que souvent les structures connaissent les filières de financement de la création, mais ne connaissent pas forcément les filières du soutien à l'emploi, que ce soit pour le maintien d'un collaborateur en activité ou éventuellement l'intégration d'un nouveau profil dans une équipe. Des questions? Très bien. Nous accompagnons, donc je l'ai dit, et les entreprises et les salariés. Ça veut dire qu'on peut intervenir auprès des entreprises pour sensibiliser une équipe, pour la tenir informée au même titre que ce que nous faisons maintenant. Nous le faisons dans beaucoup de grands événements. Vous voyez, par exemple, si je prends l'exemple du Festival d'Avignon, qui a multiplié par 9 son taux d'emploi de travailleurs en situation de handicap dans ses effectifs. Nous accompagnons évidemment le festival OFF sur ses ambitions d'emploi, de diversification des profils recrutés et en lien avec les spectateurs. Donc, nous accompagnons sur la sensibilisation, sur l'aide au recrutement, le conseil dans le maintien à l'emploi, le conseil sur l'accessibilité, puisque un professionnel qui ne peut pas accéder à ce que font les autres se retrouve 2 fois impacté par le sujet de l'accessibilité en termes d'emploi et en termes, j'allais dire, d'usage culturel. Et puis, comme je l'ai dit aussi, c'est l'accompagnement à la sous-traitance avec le secteur protégé adapté auquel on ne pense pas forcément, mais qui incarne pleinement le sujet éthique de nos ambitions partagées, à savoir que le secteur protégé adapté donc travaille soit en ESAT, soit, comment dirais-je, en EA, entreprise adaptée. On peut y trouver beaucoup de choses, de la captation vidéo, de la numérisation, de la blanchisserie, de la restauration, de l'entretien d'espaces verts, si on a besoin éventuellement d'une inauguration, et j'en passe et j'en passe. Il y a beaucoup de choses. Audience ayant un partenariat avec le GESAT qui regroupe donc les ESAT qui sont les établissements médico-sociaux qui ont pour but de fournir un travail adapté. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous pourrez avoir un numéro d'accès et observer toutes les entreprises et toutes les prestations qu'elles proposent. Donc c'est extrêmement vaste. Et puis donc les entreprises adaptées, là aussi, qui font travailler des professionnels en situation de handicap dans tous les environnements qui sont les nôtres. On accompagne beaucoup aussi de compagnies, de productions qui s'interrogent pour aborder le sujet sur un plan artistique, aborder le sujet sur un plan de recrutement. Nous avons encore tout récemment été sollicités par différentes compagnies qui vont d'ailleurs être programmées au festival OFF et qui souhaitent aujourd'hui intégrer des profils avec lesquels ils avaient déjà travaillé, mais qu'ils découvrent aujourd'hui comme étant à même de pouvoir être accompagnés financièrement pour aller jusqu'au bout de leur démarche telle qu'ils la mettaient en place jusqu'alors, mais j'allais dire sans faire appel, sans mobiliser les aides existantes. Donc on aide évidemment à réfléchir sur le projet, à repérer des profils, à définir également une politique d'intégration, que ce soit en mobilisant les équipes, et que ce soit tout naturellement en permettant à la personne directement concernée d'être pleinement au rendez-vous du projet. Pour vous permettre d'être les ambassadeurs auprès de vos équipes, qu'elles soient présentes ou à venir, nous tenons à votre disposition des affiches, bien sûr, des flyers. Vous voyez, par exemple, avec des grands groupes médias, désormais, lorsqu'ils ont des contrats intermittents, ils glissent dans le contrat le flyer de la mission handicap du spectacle vivant et enregistré, ce qui permet à la personne non pas forcément de se dire ah, on m'a repéré, mais de pouvoir observer ce qu'il est donné comme information pour s'en emparer,
mais aussi pour le partager avec d'autres. Nous pouvons donc intervenir. Et puis pour votre information, nous finalisons avec l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse un diplôme universitaire qui va être effectif à octobre 2025 et qui permettra justement aux TPE, PME d'avoir en leur sein un référent handicap. Les entreprises aujourd'hui en France de plus de 250 salariés ont cette obligation de compter dans leur effectif un référent handicap, ce qui n'est pas le cas pour les TPE, PME. Et nous pensons en revanche qu'il est important que les TPE, PME puissent maîtriser le sujet, que ce soit sur l'emploi, que ce soit sur la création par le travail avec un autre dans son autrement, et puis aussi pour l'animation d'ateliers artistiques, car c'est souvent un espace de rentrée économique pour une structure culturelle. Et puis enfin, bien évidemment, le sujet de l'accès aux œuvres. Donc ce diplôme universitaire sera effectif dès le mois d'octobre prochain et j'aurai l'occasion d'y intervenir. Alors, ça veut dire en conséquence que travailler avec un collaborateur, un équipier qui a des problématiques de santé, de handicap, donc de rythme, de compréhension, de perception, c'est d'abord travailler avec un professionnel avant toute chose. C'est donc bien évidemment observer, non pas comme le font beaucoup d'ailleurs les pays latins, ce que la personne ne peut plus faire, mais plutôt s'intéresser, comme le font les anglo-saxons, à ce que la personne peut encore faire, si ce n'est que peut-être ce n'est pas comme elle le faisait, mais comme elle peut le faire si on met en place un environnement adapté qui prend en compte ses besoins et qui, évidemment, y répond. Nous avons également mis en place, je l'ai dit tout à l'heure, les rencontres pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans la culture, que ce soit à l'invitation du Festival d'Avignon à la Fabrica chaque année, et puis également à Paris, à l'Opéra Bastille, sur l'Île-de-France. Nous avons mis en place Audience et nos partenaires institutionnels que sont l'AFDAS, Thalys Santé, France Travail, Cap Emploi, l'AGEFIP, mais aussi la Maison départementale des personnes handicapées. Il y en a une par département, puisque c'est de la compétence des départements. Nous avons donc mis en place les plateformes d'accompagnement renforcé, emploi, santé, handicap, qui permettent aux professionnels de ne pas se perdre dans la multiplication des interlocuteurs et d'être mis immédiatement en relation avec les bons interlocuteurs plutôt que de multiplier les contacts, multiplier éventuellement les informations reçues et qui parfois peuvent être troublantes parce que les mêmes mots ne sont pas employés et donc la personne peut être confondue. L'objectif de cette plateforme, c'est évidemment d'accompagner et de faire en sorte que les personnes ne renoncent pas à leurs droits et à leur activation. Et enfin, c'est évidemment ces rencontres pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans la culture. Depuis 4 ans que ces rencontres ont été initiées, nous avons le plaisir de compter le Festival Off parmi les entreprises recruteuses. Nous avons, avec 118 entreprises, proposé plus de 1800 postes à différentes personnes pour à peu près 800 candidats. En effet, dans nos métiers, on pense souvent artistes et techniciens du spectacle. Il n'en est rien. Il n'y a pas que. Il y a aussi tous les métiers support, les métiers administratifs, les métiers d'accueil, de restauration, de billetterie et de merchandising. Et enfin, nous avons créé un guide pour créer des événements professionnels accessibles à tous, ce que je vous partagerai tout à l'heure pour l'observer. Et donc, ce guide vous permet d'organiser une action de A à Z qui prend en compte tous les besoins et qui donc, de fait, respecte la diversité de nos environnements professionnels. Mais je propose au Festival Off de nous témoigner de, comment dirais-je, tout ce qu'il fait sur le sujet de l'accessibilité et peut-être aussi des rencontres pour l'emploi, de sa participation. Merci Pascal. Donc nous, effectivement, Avignon Festival et compagnie, Festival Off, je vais commencer peut-être par les lieux que nous avons à notre disposition sur le temps du festival, puisque nous avons effectivement le point off qui sont nos bureaux à l'année, où effectivement nous avons toute l'attitude de gérer l'accessibilité sur ce point, mais sur le temps du festival, nous sommes également accueillis, à la fois dans des écoles, offices de tourisme, centres commerciaux, etc. Et donc nous devons essayer de rendre accessibles aussi ces lieux. Nous nous sommes donc équipés de plusieurs choses, notamment un registre public d'accessibilité pour les lieux que nous gérons, bien évidemment. Nous essayons de privilégier des lieux où la circulation de plein pied est possible. Nous disposons de toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite dans les lieux que nous gérons et dans certains des lieux où nous sommes accueillis. Il en va de même, nous avons fait l'acquisition de bureaux
qui soient adaptés donc aux personnes à mobilité réduite. Il faut entendre que ces bureaux permettent aussi une accessibilité. Nous, on aime à penser notre accessibilité comme une accessibilité universelle. Un bureau adapté à une personne à mobilité réduite est un bureau qui permet effectivement à une personne en fauteuil, de venir, mais également à une personne qui aurait besoin de s'asseoir, à une personne de petite taille, à des enfants aussi. Ça permet d'être à hauteur de ces publics et c'est facilement déplaçable, dans divers points, d'accueil et de vente. Nous nous sommes équipés de bornes à induction, magnétique qui permettent, aux personnes malentendantes appareillées, d'avoir un meilleur accès aux informations, qu'on leur donne. Nos signalétiques sont à différentes hauteurs. Nous avons aussi des bandes podotactiles pour les personnes malvoyantes, des bandes antidérapantes, des bandes contrastantes pour les portes. Tout ceci, ce sont des dispositifs qui sont amovibles, qu'on peut amener quand on est accueilli dans un lieu qui ne nous appartient pas. Nous avons mis en place des espaces d'attente avec la possibilité de s'asseoir et également, nous travaillons avec l'association et le dispositif Bécane qui nous mettent à disposition des fauteuils roulants qui sont disponibles gratuitement à l'accueil du village du Hof et qui permettent au public de se déplacer dans Avignon sans avoir à se déplacer avec leur propre fauteuil roulant ou pour des personnes qui n'en auraient pas et qui en auraient besoin sur ce moment bien spécifique. Nous travaillons aussi beaucoup autour de la communication, notamment avec notre site internet. Nous avons installé depuis l'année dernière la solution Facility, qui est une solution d'inclusion numérique qui adapte l'affichage du site en fonction des besoins de l'internaute, notamment ses besoins en termes de confort visuel, gestuel ou cognitif. C'est un dispositif qui est présent sur de nombreux sites, notamment de sites publics. Nous avons aussi depuis plusieurs années un plan interactif qui recense les théâtres accessibles aux PMR, mais également les WC, les stationnements qui sont accessibles dans la ville et avec un certain degré de finesse puisqu'on parle de lieux accessibles aux PMR, partiellement accessibles et non accessibles. On sait qu'il y a une problématique pour les théâtres d'accessibilité, donc cette notion de partiellement accessible permet quand même de les mettre en avant à cet endroit-là. Sur le site, vous trouverez également tout un tas de ressources pour les professionnels. On vous indiquera le lien en ressources, à la fin du webinaire, mais notamment les obligations pour les professionnels, le registre public d'accessibilité que vous pouvez télécharger via Audience, des liens pour organiser un événement accessible, aussi un lien vers la plateforme Culture Accessible, mais aussi pour tout ce qui concerne l'emploi, le vivre et travailler ensemble dans la culture à destination des salariés et à destination des employeurs. Toujours sur notre site, une partie que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, c'est le programme en ligne, notamment avec ces filtres liés à l'accessibilité qui permet de filtrer les salles accessibles aux PMR, accessibles aux déficients auditifs et accessibles aux déficients visuels, mais aussi les pictogrammes qu'on retrouvera à la fois sur le programme en ligne et sur le programme papier, qui reprennent ces différentes informations. Nous avons aussi, mis en place certaines choses pour le contact avec, nos publics, notamment un mail dédié qui est accessibilité@festivaloff Avignon. Mais aussi à partir de cette année, sera mis en place une ligne téléphonique, dédiée aux personnes malentendantes où l'on pourra communiquer par écrit, donc par SMS, par WhatsApp et cetera. Puisqu'actuellement nous n'avons pas de mode de communication rapide hormis le mail et on sait qu'en temps de festival, le mail est beaucoup moins, automatique et rapide en termes de réponse, que sur un téléphone. Nous avons aussi une politique, tarifaire, adaptée pour les personnes en situation de handicap avec un tarif, très faible puisque les cartes d'abonnement sont à 5 € au lieu de 21 € pour les personnes en situation de handicap et nous sommes toujours très ouverts sur ce sujet et c'est quelque chose qui est remis en réflexion chaque année, pardon, notamment de savoir si on garde un prix très bas, si on fait un prix aussi pour les aidants, pour les accompagnants. Voilà, c'est des sujets, en tout cas sur lesquels on travaille au long cours, et pour rejoindre Pascal au niveau de l'emploi, on a plusieurs, domaines d'intervention à ce niveau-là. On participe notamment au DuoD où on accueille, chaque année donc une personne, dans nos locaux, qui nous observe pendant une journée, avec lequel on échange aussi, sur les perspectives de travail pour cette personne. Ça permet aussi de leur redonner confiance dans l'idée qu'une entreprise pourrait s'adapter en fait, à eux et qu'ils pourraient être une force pour l'entreprise et qu'on ne parle pas que, d'adaptation. Donc c'est assez enrichissant pour eux comme pour nous. Nous participons évidemment donc chaque année aux journées, aux rencontres pour l'emploi des personnes en situation de handicap. C'est toujours, très enrichissant pour nous et source de recrutement, hein. On a énormément de personnes à recruter chaque année et on est ravis de pouvoir aussi, passer, par ce biais pour notre recrutement. Ça débouche chaque année sur de très belles rencontres. On a des personnes qui reviennent pour la 3e édition et il faut savoir que, c'est aussi facile finalement maintenant d'adapter le poste de travail quand nécessaire, même sur une période de 3 semaines. On l'a fait l'année dernière et ça s'est fait très vite et très facilement et ça permet à des personnes
qui sont vraiment ressources pour nous de travailler aussi dans de bonnes conditions et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça n'a pas toujours été aussi simple et maintenant ça l'est. On travaille aussi à la formation, donc nos formations à nous, équipe permanente, mais aussi formation de nos saisonniers avec Audience, avec Pascal. On a on a ce webinaire aujourd'hui, mais on a aussi Pascal qui fait une formation pour l'ensemble de nos saisonniers avant le festival. Une formation sur, certes, l'accueil de public en situation de handicap, mais aussi sur le travail avec des personnes en situation de handicap. Donc c'est très riche, surtout pour nos saisonniers qui sont souvent aussi très jeunes, sortis du lycée, en premier emploi, etc., de pouvoir entrer dans le monde du travail avec cette formation. Nous, ça nous semble, très important et sur nos formations à nous, effectivement, en termes de personnel permanent, on attend avec hâte, Pascal, l'ouverture de ce diplôme universitaire. Nous sommes très en demande, donc on espère se voir à la rentrée. Avec grand plaisir. Merci Manon pour ces retours. Effectivement, toutes les entreprises qui ont contribué aux rencontres pour l'emploi en tant qu'entreprise recruteuse sont unanimes pour dire combien ces rencontres leur permettent de, j'allais dire, réinventer le regard qu'elles ont sur l'autre dans son autrement, car beaucoup imaginaient, comme beaucoup, que le handicap était avant tout moteur, et on découvre la diversité de celui-ci, de ce sujet, et puis surtout sont unanimes pour dire que depuis qu'elles ont diversifié les profils dans leurs équipes d'accueil, en tout cas dans leurs équipes en lien avec les spectateurs, eh bien, ils découvrent que les spectateurs deviennent plus patients, plus respectueux et plus bienveillants. Donc, finalement, diversifier, c'est au bénéfice de tous, et donc on ne peut que s'engager sur ce chemin-là. Sur le sujet des entreprises, enfin des établissements recevant du public, ERP comme on les appelle, comme l'a signalé Manon à l'instant, effectivement, tout ERP, toute catégorie confondue, depuis octobre 2017, se doit de mettre à disposition tant sur site que à l'accueil, un registre public d'accessibilité. Ce registre est extrêmement intéressant. Nous en avons conçu un dédié spécialement aux lieux de culture, comme vient d'y faire allusion Manon. Ça permet de s'auditer soi-même. Sous-entendu, on va devoir y mettre sa dérogation pour inaccessibilité ou son, comment dirais-je, son attestation d'accessibilité. Attention, on peut être inaccessible à certaines typologies de handicap sans être pour autant inaccessible à tous les handicaps. Ainsi, vous pouvez, pour des raisons architecturales, techniques ou économiques, ne pas pouvoir accueillir des personnes à mobilité réduite. Pour autant, vous êtes tout à fait à même de pouvoir accueillir des personnes déficientes auditives ou déficientes visuelles ou déficientes mentales. Vous voyez, donc il est important de toutes les façons de le faire attester par une autorité administrative, que ce soit auprès de la préfecture ou auprès de la commission d'accessibilité de votre municipalité, mais il vous revient en tout cas de pouvoir vous prémunir en mettant à disposition cette attestation totale ou partielle ou dérogation, comme je viens de le dire. C'est aussi l'occasion de pouvoir inscrire quand vous avez formé vos personnels d'accueil. Ça peut être une information importante pour les usagers. Et puis voir les différents aménagements de progrès que vous envisagez de mettre en place et bien sûr les attestations d'entretien de vos outils d'accessibilité. Je pense à l'élévateur pour les personnes, je pense les boucles magnétiques si vous en avez, et ça, elles sont destinées aux personnes déficientes auditives, sourdes ou malentendantes. Vous avez également les casques d'audio-description pour permettre, mais je pense que Philippe en parlera plus amplement tout à l'heure, les casques d'audio-description, donc tous les matériels, comme on le fait d'ailleurs sur les extincteurs, que l'on fait contrôler de temps en temps et dont on a l'obligation d'afficher le contrôle. Donc, ce sujet des ERP est important de l'avoir en tête. Alors, l'impact sur le spectacle vivant, ça va aussi concerner, et Manon vient d'en faire, j'allais dire, le détail, à savoir la communication. Comment on communique avec la diversité des besoins de communication, l'écrit pour les personnes qui n'entendent pas, l'audio pour les personnes qui ne voient pas. Vous avez aussi le facile à lire et à comprendre pour les personnes qui ont une compréhension, j'allais dire, qui a besoin d'adaptation, de phrases moins longues, d'utilisation de verbes plus, comment dirais-je, plus ajustés. Voilà, à cet endroit, ça concerne la billetterie.
D'ailleurs, je signale qu'à partir de juin 2025, tout le e-commerce se doit d'être accessible aux personnes en situation de handicap. Ça impacte évidemment tous les achats sur Internet, dont la billetterie. Attention, il faut réaliser un certain volume de chiffre d'affaires, donc je vous en informe, mais je ne vous mets pas la pression. Ça n'est pas encore ici l'objet pour ce qui vous concerne. Ça concerne donc l'accueil, l'accès aux prestations, l'accès à l'œuvre, on en parlera tout à l'heure, mais aussi, donc je l'ai dit, les achats auprès du secteur protégé et adapté, et tout naturellement aussi la programmation, le choix des spectacles, puisqu'il y a de plus en plus de structures aujourd'hui qui, on pense d'ailleurs aux ESAT artistiques, qui, comme la Bulle Bleue, comme l'Oiseau-Mouche, comme le Théâtre du Cristal, comme Eurydice, un certain nombre d'ESAT aujourd'hui produisent des spectacles qui sont d'ailleurs souvent programmés au Festival d'Avignon, et on en voit également l'an dernier, il y avait Eurydice qui était programmé au Festival Off. Donc, on voit de plus en plus de programmation, donc on peut évidemment tout à fait imaginer que ça peut passer par là, l'engagement et comment dirais-je, la mise en lumière de la diversité des profils qui aujourd'hui font la création. Je vous propose peut-être de regarder un petit film d'animation, Agnès, qui va vous situer justement sur toutes les étapes du spectateur et tous ses besoins à prendre en compte pour être parfaitement au rendez-vous de tous ces spectateurs potentiels. Accueillir chacun à égalité. Quel contexte? La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées précise entre autres que chacun doit être accueilli à égalité d'accès, d'usage et de qualité de service. Cela touche au bâti, aux prestations et services du lieu d'accueil, mais aussi à sa téléphonie et ses outils numériques. Accueillir le public. Un seul public, autant de spectateurs, de visiteurs différents. Vieillissement, accidents de la vie, handicap, problématiques de santé, des réalités à prendre en compte, des besoins à satisfaire. Quels besoins prendre en compte? Voir, entendre, comprendre, se déplacer, s'exprimer, sont des actions qui pour certains demandent des adaptations. Cela vaut pour communiquer, accueillir, accéder aux services et prestations proposées et enfin à l'œuvre présentée. Une chaîne d'étapes que l'usager, le spectateur, va suivre tout le long de son déplacement pour sa sortie culturelle. La chaîne de déplacement. Cette suite d'étapes successives, dite chaîne de déplacement, ne doit subir aucune rupture, être maîtrisée de bout en bout. Le numérique, allié de l'accessibilité. Aujourd'hui, les personnes qui ont des besoins spécifiques sont souvent équipées d'outils, smartphones, tablettes, claviers, dotés d'applications permettant d'adapter la communication, de se repérer, de décrire les œuvres, l'environnement, par exemple. 3 étapes qui font la différence. Étape 1, communiquer. Site internet, programme, affiche, chacun de ces outils d'information doit être pensé, accessible. Exemple, le site internet. Ergonomie, agrandissement, vocalisation des textes, facile à lire et à comprendre, description des images, vidéos sous-titrées sont des outils qui participent à l'accessibilité. À cela, associer des informations pratiques comme les basiques, horaires, durée de l'événement, tarifs, contacts dédiés, les spécifiques, transport adapté, stationnement dédié, cheminement pratique et adapté, les adaptations naturelles, les spectacles avec texte ou sans, visuels ou musicaux, en langue étrangère sous-titrée, les adaptations proposées, boucles magnétiques, audiodescription, traduction en langue des signes française, sous-titrage. Enfin, mettre à disposition le registre public d'accessibilité, obligatoire depuis le 1er octobre 2017, pour tout lieu et événement accueillant du public. Il informe sur le degré d'accessibilité de l'établissement, sur le niveau d'accessibilité des prestations proposées, sur la place de l'accueil et de l'accompagnement humain. Étape 2, accès au lieu et à ses prestations. La loi dit égalité d'accès, d'usage et de qualité. Pour cela, privilégier l'autonomie de la personne tout au long de sa présence dans l'établissement, ce qui ne dispense pas d'une main tendue, bienveillante. Enfin, veiller à ce que l'espace d'attente, de restauration, d'information, de documentation soient eux aussi accessibles. Et la carte de restauration, le film projeté, les documents en libre service, eux aussi accessibles.
Étape 3, accès à l'œuvre. Projections, spectacles, expositions, performances doivent aussi être adaptés. Des solutions techniques humaines existent pour audio-décrire, sous-titrer, traduire en langue des signes française. De nombreux prestataires du milieu ordinaire ou protégé, mais aussi des associations, sont à même de réaliser ces adaptations. La mission handicap du spectacle vivant et enregistré vous conseille pour l'accueil des personnes avec un handicap vieillissantes ou avec des problématiques de santé, dont les professionnels de la culture. Des experts à votre service, 01 73 17 36 65, mission.h@audience.org, www.missionh-spectacle.fr. Découvrez Culture Accessible par Audience, la plateforme des solutions pour communiquer, accueillir, adapter les œuvres. www.audience.org/cultureaccessible.html, le culture sans le E. Ce film d'animation a été écrit par Pascal Parsat, expert du Vivre Ensemble pour Audience, en partenariat avec la manufacture digitale qu'il a réalisée. Remerciements à Axel Morel et Sahana Malek qui ont assuré le graphisme. Vivre et travailler dans la culture commence par le faire ensemble. Vous avez donc là toutes les étapes qui ont été pleinement nommées tout à l'heure par Manon. On voit bien que tout est anticipé, ce qu'on appelle la conception universelle d'ailleurs. C'est un peu comme quand, je le disais tout à l'heure, on invite quelqu'un à dîner. On anticipe pour que la soirée se passe au mieux. C'est exactement la même chose, c'est de l'anticipation. Et donc, souvent, le site Internet est l'endroit qui fédère toutes les informations. Et c'est là où, justement, il faut qu'elles soient accessibles. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années encore, c'est le secteur associatif qui faisait la médiation avec ses spectateurs, peu ou jamais accueillis. Et on voit bien aujourd'hui, et le Festival Off en est pleinement l'expression, et je me réjouis de cette collaboration que nous avons ensemble depuis toutes ces années pour voir là où vous êtes arrivés et que je ne peux que saluer, évidemment. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les structures s'emparent du sujet, l'internalisent, et c'est tant mieux. C'est aussi parce qu'il y a un renouvellement des profils qui collaborent et qui amènent, j'allais dire, et ce savoir et cette ambition de satisfaire la diversité des usagers. Donc, tout cela est très opportun d'avoir en tête que tous ces besoins doivent être pris en compte et satisfaits. Et j'allais dire, ça permet également aux personnes qui sont vieillissantes, qui vont cumuler toutes ces problématiques pour se déplacer, pour pouvoir entendre, pour pouvoir voir, pour pouvoir comprendre, mémoriser. Donc, se mobiliser sur le sujet du handicap, c'est apporter beaucoup de réponses à tous ceux qui, à un instant T, vont être avec des moyens altérés pour X raisons. Philippe, je te laisse la parole. Merci Pascal. Je vais effectivement aborder la question je vous partage un écran, voilà. La question effectivement de l'accessibilité des œuvres autour de choses que l'on, nous travaille dans le dispositif qui s'appelle Dans tous les sens. Donc, Dans tous les sens, c'est un outil générique qui est un agenda numérique de spectacles accessibles aux personnes sourdes ou personnes malvoyantes, aveugles, sur la région Nouvelle-Aquitaine. C'est un programme qui est financé par la Direction régionale des affaires culturelles de Nouvelle-Aquitaine et par l'ARS, l'Agence régionale de santé. C'est effectivement un outil qui fédère une quarantaine de théâtres sur toute la Nouvelle-Aquitaine qui vont inspecter leur programmation, identifier les spectacles accessibles et à l'aide d'un outil de back-office, saisir les œuvres accessibles dans une base de données qui donc est reprise et qui est présente dans le site internet agenda dtls2.org. Alors, ce travail-là, il se fait, nous, sur la coordination de ce site et de cet outil numérique, mais également sur l'accompagnement des lieux, leur formation, à ce que tu as nommé tout à l'heure, tout à fait justement, cette idée de la chaîne. Nous, on parle de chaîne d'accessibilité, c'est-à-dire effectivement à partir du moment où on communique jusqu'au moment où on accueille les spectateurs dans la salle pour voir un spectacle accessible. Donc cet agenda, je me permets, voilà, on y retrouve par spectacle une fiche spectacle où on va retrouver toutes les informations générales qu'on peut retrouver sur un spectacle,
mais également des indications sur l'accessibilité PMR du théâtre, sur le stationnement, les sanitaires, sur l'accueil et la salle. On va retrouver, quand il s'agit de spectacles accessibles aux personnes sourdes, des vidéos en langue des signes qui vont aussi donner des informations qui pourraient être difficilement accédées par la lecture. Et puis, je rebondis sur ce que Manon disait tout à l'heure, on a aussi un site qui est pensé et qui a été développé pour être entièrement accessible et qui a d'ailleurs fait l'objet d'une classification dans le cadre du RGAA, qui est le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité, qui permet de faire auditer ces outils Internet de façon à bien vérifier que à la fois structurellement et puis l'ensemble des outils dans ce site sont bien accessibles à tout type de handicap, puisque ça ne couvre pas que le handicap sensoriel. Le RGA, c'est aussi les personnes qui utilisent des outils spécifiques pour la mobilité réduite pour naviguer sur Internet, des synthèses vocales, des choses comme ça. Manon, tu évoquais tout à l'heure Facility. Alors Facility, c'est une espèce de surcouche qui est, je dirais, un premier pas dans l'accessibilité des sites Internet, mais ça reste une surcouche qui ne travaille pas du tout sur la structuration du site même ou sur les questions comme de description d'images, etc. Et que si on veut vraiment passer un audit de type RGA, il est important aussi d'envisager le développement spécifique des sites Internet avec des outils d'accessibilité. Mais effectivement, les outils sont multiples, les étapes sont multiples. Et comme le disait Pascal, c'est pas parce qu'on n'est pas bon à un endroit qu'il faut qu'on abandonne tout. Chacun commence et entreprend l'accessibilité de l'endroit où il est, en fonction de son contexte, de ses moyens, des personnes avec qui il est en contact, et puis il avance sur son chemin aussi de l'accessibilité progressivement. Alors, peut-être pour parler de spectacle accessible, nous, notre travail, en fait, il s'est surtout axé autour du handicap sensoriel, puisque finalement, la question des autres handicaps sur l'accessibilité, l'accès à une œuvre, est finalement plus de l'ordre de l'accueil et de la préparation que d'une nécessaire adaptation de l'œuvre pour une compréhension dans ce qui est le cas pour le handicap sensoriel. Je vous donne quelques exemples. En fait, effectivement, dans le cadre du handicap psychique ou dans le cadre de handicap mental, parfois, la question de l'accueil, la question d'organisation, par exemple, de séances qu'on dit relax, c'est-à-dire on prévient les spectateurs, on prévient les artistes que lors de cette séance, il y aura des personnes qui peuvent parfois exprimer leur contentement, leur plaisir d'être au spectacle de façon sonore, de façon bruyante. Ça peut être aussi des gens qui ont besoin, on parlait tout à l'heure de TDAH, des gens qui ont besoin de se lever, de bouger, etc. Et l'organisation de séances type relax, donc en fait d'organiser les conditions du spectacle permet de tout à fait à accueillir ces personnes en toute simplicité et avec le tout public. L'idée n'entend pas de fabriquer des séances, je dirais, privées ou des séances spécifiques pour fabriquer une espèce de ghetto, de séances spéciales handicap, non, de bien penser à un travail. Donc, nous, ce qu'on a un peu ciblé, c'est le handicap sensoriel, et donc, on a un peu réfléchi à qu'est-ce que c'est un spectacle accessible. Donc, on a un peu déterminé trois catégories. On va avoir des spectacles qui ont été créés pour être accessibles. On va avoir des spectacles qui sont créés naturellement en langue des signes. On va, par exemple, une compagnie comme le théâtre IVT à Paris, dirigé par Emmanuel Laborie, comédienne sourde, va produire des spectacles qui sont d'emblée pensés en langue des signes, qui vont être bilingues et qui vont, comme ça, être accessibles aux personnes sourdes signantes. On a dans le même style la compagnie On-Off à Lyon ou même la compagnie Singulier Associé à Limoges qui produit des spectacles accessibles. On peut voir aussi des gens qui travaillent sur des spectacles dans l'obscurité, sur un travail de paysage sonore et qui mettent finalement l'ensemble des spectateurs au même endroit d'une obscurité partagée et qui fait que voyants et non-voyants accèdent finalement à la même œuvre et sont dans cette espèce de partage. Et c'est important pour nous de partage des imaginaires au moment où on accède à une œuvre. Puis on va avoir une deuxième catégorie de spectacles accessibles qui vont être les spectacles qui ont été adaptés, c'est-à-dire des spectacles qui n'ont pas été créés au départ comme accessibles, mais qui vont faire l'objet d'une adaptation qui va leur permettre
d'être pleinement accessible. On va retrouver dans cette catégorie l'audio-description. Alors l'audio-description, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit de produire pour le spectateur malvoyant ou non-voyant un commentaire audio qu'il va recevoir par un appareillage de casque avec un petit boîtier, et ce commentaire audio va pouvoir lui décrire les éléments visuels à la fois spatiaux, de décors, de costumes, etc., qui lui manquent pour comprendre l'œuvre. Cette audiodescription, elle peut être soit enregistrée, soit dite en direct, ce qui est souvent le cas dans le cadre du théâtre et du spectacle vivant. On a des avancées aussi avec des espaces de recherche sur l'audiodescription qui maintenant commencent à émerger dans les arts du cirque ou les arts de la rue, ainsi que dans la danse, et donc qui demandent une préparation assez importante, et on le verra aussi. L'amont et l'aval d'un spectacle accessible, c'est aussi de l'accessibilité, hein. Pour un spectacle en audio-description, il est important d'avoir un préambule tactile, une visite, par exemple, du décor, des costumes avant le spectacle, de manière à ce que les spectateurs puissent nourrir leur imaginaire avant le spectacle et le développer pleinement pendant la représentation. De la même façon, un spectacle en langue des signes qui va attirer des spectateurs signants, voilà, peut être suivi d'un bord plateau en langue des signes, traduit avec une interprète, qui va permettre évidemment de pouvoir échanger, comme tout à chacun, avec l'équipe du spectacle. L'adaptation, elle peut être aussi en langue des signes. Dans la petite vidéo qu'on a vue tout à l'heure de Pascal, on a vu la possibilité d'avoir un interprète qui va traduire les dialogues du spectacle qui va être en bord plateau. Ça, c'est un peu la méthode un peu traditionnelle. On a aujourd'hui des méthodes plus poussées encore d'adaptation en langue des signes, où on a des comédiens signants qui sont au milieu des autres comédiens et qui vont amener la langue des signes vraiment au cœur de l'action, au cœur de ce qui se passe du spectacle, et puis qui vont être en costume, etc., qui vont finalement unifier l'outil d'accessibilité avec l'œuvre qui est présentée. Et c'est également le cas avec l'audodescription, où aujourd'hui on a maintenant ce qu'on appelle des audiodescriptions de création, qui vont aussi essayer que ce commentaire, au lieu d'être un commentaire un peu neutre et détaché, s'intègre le plus possible dans l'univers esthétique de l'œuvre. Voilà, il faut créer les conditions spécifiques de cette émergence, de cette nouvelle description, mais la recherche est quelque chose de vivant en termes d'accessibilité et d'esthétique de l'accès. C'est quelque chose qui est très vivant aujourd'hui. Et puis, on a finalement une zone un peu grise, qui est l'ensemble de tous ces spectacles qui n'ont pas été pensés pour être accessibles, qui n'ont pas été adaptés, mais qui, dans leur forme ou dans leur esthétique, sont potentiellement accessibles. Je veux dire, un récital de poésie, un seul en scène, sans scénographie spécifique, peut être un spectacle accessible à une personne malvoyante. Un spectacle sans parole, à certaines conditions, peut être accessible à une personne sourde, puisque ça va être un spectacle qui va être essentiellement visuel. Et donc, il y a quand même un petit protocole, on va le voir tout à l'heure, pour essayer de voir ces spectacles-là qui vont nourrir, je dirais, la proposition de spectacles accessibles pour les personnes en situation de handicap sensoriel, puisque l'idée aussi, c'est que la loi de 2005 qui prévoit l'égalité d'accès, donc il est important d'avoir une offre fournie de spectacles pour que les personnes en situation de handicap, et notamment de handicap sensoriel, puissent aussi construire leur parcours de spectateur, c'est-à-dire aller au spectacle, accéder à une œuvre, voilà, et puis se faire leur avis et puis progresser petit à petit. Et on le voit, de nombreux spectateurs avec lesquels nous on est en contact, qui depuis très longtemps vont au spectacle, aujourd'hui finalement choisissent les spectacles auxquels ils vont, pas forcément en termes d'accessibilité, mais aussi en termes de goût, d'envie, de curiosité, de découverte. L'important, c'est que chaque personne fait son parcours à lui, et en tout cas, ce qui est important, c'est que s'il y a une signalétique qui lui dit que ce spectacle est accessible, il est important que ça soit accessible, même si c'est quelqu'un qui n'est jamais allé au théâtre, qui n'a pas été préparé. Il ne faut pas qu'il fasse face à une situation qui va le replonger ou qui va l'essentialiser à son handicap en le remettant dans une situation qui est souvent son quotidien d'incompréhension, de non-communication du monde qui l'entoure. Pascal l'évoquait tout à l'heure, les outils, bien sûr, qui permettent aussi de faciliter ou d'accompagner l'accessibilité. On a parlé du sous-titrage ou du surtitrage.
avec un peu il faut faire un petit peu attention à ces notions-là parce que le surtitrage de type VO, de spectacle étranger, n'est pas exactement un surtitrage adapté aux personnes malentendantes. Il y a une codification, mais c'est pareil, on a des évolutions, il y a des sociétés de surtitrage qui travaillent aujourd'hui avec des outils pour faire du surtitrage avec des codes couleurs, avec les codes des surtitrages sourds et malentendants. On peut citer par exemple la société Panthéa qui développe, alors c'est encore des prototypes, ça avance doucement, qui développe des lunettes qui permettent d'afficher en surimpression par rapport à la scène un sous-titrage de dialogue avec les codes du sous-titrage sourd et malentendant que l'on retrouve à la télévision ou au cinéma sur des séances adaptées. On va aussi trouver des gilets vibrants. Un gilet vibrant va pas rendre un spectacle accessible, mais par contre, dans le cadre d'un spectacle accessible, va quand même augmenter, je dirais, l'expérience sensorielle liée au spectacle. Ce sont des dispositifs de gilets vibrants qui sont aussi beaucoup utilisés dans les musiques actuelles, dans les concerts, les festivals. Et puis, voilà, je le disais, attention aux limites, de bien utiliser le bon outil au bon endroit. Alors, justement, la question du spectacle accessible, nous, on a essayé de dire qu'il y avait 3 accessibilités très importantes quand on parle de spectacle accessible. C'est l'accès au contenu, évidemment, l'histoire, la dramaturgie, qu'est-ce qui se passe. Il faut que le spectateur puisse suivre cette question-là. Mais il nous semblait important qu'il y ait la question de l'accès à l'œuvre, parce que finalement aussi, il y a des intentions artistiques dans une œuvre. Et je vais vous donner un exemple très clair. Un spectacle de danse qui mettrait en opposition danse contemporaine et musique baroque, par exemple, est un spectacle qui ne serait pas désagréable à regarder pour une personne malentendante ou qui serait pas désagréable à écouter pour une personne malvoyante, mais finalement, l'œuvre qui est la rencontre, cet endroit qui fait œuvre, la rencontre entre la musique baroque et la danse contemporaine, est quelque chose qui va échapper à l'un et l'autre de ces personnes. Donc en fait, l'important c'est de dire, pour que l'œuvre soit accessible, il faut qu'on soit attentif à cette question-là et de pas passer à côté finalement de l'intention première du spectacle, du créateur ou de la créatrice de l'œuvre, pour que évidemment on n'ait pas une demi-œuvre, pas simplement parce qu'on ne peut pas accéder à certains éléments. Et puis, je l'évoquais tout à l'heure, c'est aussi la question de l'expérience collective. Quand on est au théâtre ensemble, voyant, non-voyant, entendant et sourd, l'idée c'est aussi de vivre une expérience collective et qu'on est en spectacle vivant, on est tous ensemble là, et à ce moment-là, si jamais on a l'irruption, j'en sais rien, d'un seul coup un spectacle sans parole, on a d'un seul coup une personne qui se met à chanter ou à parler, même si c'est du gromelot, même si c'est dans une langue étrangère, directement une personne sourde va être renvoyée à son quotidien de dire tiens, il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai pas compris ce qu'il a dit, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui me manque, est-ce que l'histoire, voilà. Et là, la personne, elle sort complètement et du spectacle et de l'expérience collective de plaisir à regarder ensemble. Et c'est important d'être attentif, c'est-à-dire que un spectacle sans parole, c'est un spectacle sans parole. C'est pas avec un petit peu, etc. C'est bien faire attention à ça. Et de la même façon, on a des spectacles qui sont accessibles aux personnes malvoyantes, mais de plus en plus maintenant, les spectacles sont très multimodaux. On a de la vidéo, on a des choses comme ça. Et si jamais il y a un effet visuel ou un effet vidéo qui n'est pas expliqué à l'oral et qui est dans ça là, qui peut être une forme une blague ou quelque chose où la salle va rire ou s'esclaffer parce qu'il y a un effet visuel récurrent et que là encore une personne malvoyante va se retrouver renvoyée à son quotidien. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui se passe et je suis plus du tout dans le plaisir du partage de ce moment collectif qu'est le spectacle vivant. Donc en fait, dans notre travail, nous, avec les lieux de théâtre, quand on regarde leur programmation, on est dans ces spectacles qui n'ont pas été proprement adaptés ou créés directement accessibles. Dans ces spectacles de zone grise, on va travailler un peu sur ces questions-là pour façon d'identifier les spectacles qui vont permettre d'avoir une labellisation la plus claire possible. Alors, simplement, vous passez assez rapidement, on a une espèce de petite carte mentale comme ça qui nous permet de savoir si c'est un spectacle accessible. S'il est spécifiquement adapté, eh ben oui. S'il est spécifiquement créé, oui. S'il est adapté, évidemment. Et puis après, s'il n'est pas adapté, eh ben on va se poser la question si c'est visuel, est-ce qu'il y a des paroles ou est-ce qu'il y a des chansons? S'il n'y a pas de paroles, pas de chansons, probablement que c'est accessible. Mais y a-t-il de la musique, des bruitages?
Est-ce que la musique, elle est très référencée? J'évoquais tout à l'heure pour l'instant la musique baroque, etc. Est-ce qu'elle est indispensable à la compréhension du spectacle? Est-ce que la musique nous donne une information sur l'époque à laquelle se passe le spectacle, etc. Est-ce que le surtitrage, on peut se poser la question, est-ce qu'il est surtitré intégralement? Attention aux spectacles, comment dire, internationaux où évidemment on va avoir tout est traduit, toutes les langues sont traduites, sauf les répliques en français. Bon bah là attention, vigilance évidemment. Est-ce que c'est un sous-track spécifique, etc. C'est une question. Puis il y a quelque chose aussi, un nombre limité de personnes. Vous avez beau surtitrer un spectacle, s'il y a 15 personnes au plateau, nous entendant, on voit, on sait au ton de la voix, on reconnaît les personnages et on sait qui parle. Une personne sourde, et si elle n'a que le bandeau pour donner les textes, elle peut être perdue et pas du tout suivre le dialogue, etc. Et de la même façon, quand on a un texte où il y a une prédominance du texte sur la scénographie, eh bien, c'est potentiellement accessible aux personnes aveugles. Mais savoir, est-ce qu'il y a des éléments de visuel, de vidéo, de changement de costume? Est-ce qu'on a plusieurs personnages, plusieurs acteurs, des acteurs qui jouent plusieurs personnages, etc. Est-ce qu'il y a un nombre limité de personnages de façon à pouvoir identifier les voix, pas être perdu, etc. Donc on a comme ça un certain nombre de garde-fous qui nous permettent de labelliser, de dire voilà, tel spectacle est-il accessible ou pas. Et puis ça nous donne la possibilité, après, on en parlait tout à l'heure, d'avoir une charte de pictogrammes, des spectacles accessibles par la prédominance du texte, l'obscurité, l'audiodescription, mais aussi la présence de documents en gros caractères, de programmes détaillés, de documents en braille, éventuellement des souffleurs qui peuvent, et je crois que Pascal les connaît bien, les souffleurs d'images, ayant été directeur du CRTH, il me semble, à une époque. Et puis pour les personnes sourdes, voilà, spectacle visuel adapté ou en langue des signes, surtitré sous-marin entendant, et puis la possibilité des boucles magnétiques individuelles ou collectives, et puis en complément éventuellement des subpacks. Voilà un peu rapidement, mais un peu les enjeux et les contraintes qu'on peut retrouver sur la question de dire est-ce que mon spectacle est accessible? Et surtout, je le terminerai là-dessus, s'il est accessible votre spectacle, dites-le. Dites-le à vos programmateurs, dites-le au théâtre dans lequel vous jouez, qu'ils puissent communiquer, parce que si on ne le dit pas, eh ben on le sait pas. Et c'est bien malheureux qu'on ne puisse pas aussi, le travail des théâtres, il dépend aussi de la travail des compagnies qui puissent mettre en avant l'accessibilité ou pas de leur spectacle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Je rebondis sur quelques sujets que tu as abordés. Si je pense à Audience, si vous allez sur la page accessibilité du site d'Audience, vous verrez que justement, la plateforme téléphonique est adaptée aux personnes sourdes et malentendantes, que le site est tout à fait adaptable puisque lui-même doté de la solution Facility. Et je rebondis sur ce que disait Philippe. Effectivement, Facility est une solution ponctuelle pour apporter une réponse adaptée. C'est évident que ce ne peut pas être une situation éternelle, qu'il conviendra de refondre le site Internet avec la prise en compte justement des besoins et des réponses qui vont bien. À cet effet, d'ailleurs, l'AFNOR et j'y ai contribué, a sorti une norme AFNOR pour des sites Internet totalement inclusifs, comme on les appelle aujourd'hui. Donc, pour terminer sur la page accessibilité d'Audience, il y a également une présentation en langue des signes française sur une vignette vidéo de tous nos services, car il y a aussi chez les personnes sourdes des personnes qui n'accèdent pas à la lecture et à l'écrit. Il faut l'avoir en tête. Pour revenir sur le sujet des souffleurs d'images, effectivement, j'ai eu, lorsque je dirigeais le Centre Recherche Théâtre Handicap, j'ai eu cette idée de créer ce souffleur d'images qui est une solution économiquement très accessible, car l'accessibilité n'est pas toujours économiquement accessible, il faut le dire, et pour autant, il y a des solutions. Les souffleurs d'images permettent d'accompagner un spectateur déficient visuel au théâtre ou d'une manière générale au spectacle vivant et de lui apporter les informations qui lui sont nécessaires et non pas celles qu'on a jugées opportunes de lui partager, car tout le monde n'est pas à égalité devant sa cécité ou sa malvoyance, dans la mesure où il faut aussi partir des besoins de la personne plutôt que de l'idée que nous avons de satisfaire ses besoins. Et enfin, pour vous préciser justement sur les spectacles dans le noir, en 1993, je crée le concept des visiteurs du noir et qui faisait que les spectateurs allaient
dans le noir total, découvrir un auteur, guidé à leur place avec un environnement, comme l'a dit Philippe, sonore et olfactif, qui était la signature artistique de mon travail de l'époque. Et enfin, pour conclure ce sujet, lorsque j'étais l'expert pour le comité d'organisation des Jeux olympiques paralympiques Paris 2024, je ne cessais de dire, il n'est plus temps d'adapter, il faut créer accessible. Donc, je m'inscris pleinement dans ce que Philippe vous a partagé jusqu'à maintenant. On voit d'ailleurs Disney qui a parfaitement compris le sujet, qui est complètement accessible, puisque même ces spectacles maintenant sont chansignés ou traduits en langue des signes française ou audio décrit. Donc, le sujet est en marche et j'allais dire un seul spectateur aux besoins spécifiques pris en compte et satisfait vaut toute la démarche, car ne nous attendons pas non plus à avoir des millions de personnes, mais ayons en tête que nous avons là une population qui émerge, qui s'affranchit du secteur associatif et qui est pleinement dans la cité, pleinement, j'allais dire, dans la volonté de ne pas être sous-considéré, mais pleinement citoyen. Et je pense qu'il faut se préparer à ce que nous ayons de plus en plus de spectateurs aux besoins spécifiques. Et d'ailleurs, j'en prends l'exemple des rencontres pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans la culture, où l'on voit un maximum maintenant de candidats qui ont initier une vie culturelle alors qu'ils se l'interdisaient jusqu'à maintenant. Donc, préparons-nous à les accueillir. Je parlais justement de financement, parce que l'accessibilité parfois économiquement est difficile à satisfaire. Un interprète de langue des signes française, on est dans l'ordre de 600 € pour une intervention. Le de description, ça peut générer un budget important. Il y a à peu près 150 heures de travail sur le sujet. Donc, il y a des solutions alternatives. On a parlé des souffleurs d'images, mais ça peut être aussi des PowerPoint qui diffusent le sous-titrage. Donc, ça peut être quelque chose de facilitant. Et puis, bien sûr, les interprètes de langue des signes française. Mais je parle également de la boucle magnétique qui équipe les ERP. Ça peut être une forme individuelle, un collier, mais ça peut être aussi une boucle qui est au service de l'ensemble de la salle. Cette boucle magnétique étant utile pour les personnes appareillées malentendantes et ça leur permet d'avoir donc un amplificateur sonore. En termes de financement, pour aborder ce sujet, il y a donc, je l'ai dit, vous le savez, des financements dédiés à la création, mais aussi dédiés à l'emploi. Donc, il ne faut pas hésiter à revenir vers la mission handicap du spectacle vivant et enregistré pour partager votre ambition et évidemment travailler à la satisfaire. Le ministère de la Culture a mis en place également le fonds dédié à l'accès aux œuvres qui est piloté par les DRAC territoriales. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre DRAC. Sous-entendu, il convient d'être subventionné par la DRAC de votre territoire ou par le ministère de la Culture en centrale. Ce sont les prérequis indispensables pour solliciter ce fonds. Mais il y a aussi le fonds territorial d'accessibilité qui est piloté par les préfectures et qui permet d'accompagner la mise aux normes d'accessibilité des ERP. Donc, il convient aussi peut-être de se rapprocher d'eux. Et enfin, vous avez les fondations qui sont nombreuses et qui vous permettent évidemment de contribuer à votre ambition, que ce soit dès la création ou en cours d'adaptation. Ce qui est intéressant d'apprécier, on le voit d'ailleurs à France Télévisions, qui désormais dans tous ses contrats avec les productions audiovisuelles exige que ces productions soient livrées accessibles. Le CNC finance des films avec l'obligation que ces films soient livrés entièrement accessibles. Donc, on voit que le sujet aujourd'hui est très présent et que de plus en plus de financeurs s'engagent sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas non plus à solliciter de telles propositions d'accompagnement économique. Avez-vous à cet endroit des questions? Pas de questions. Eh bien, je dis à Manon, à toi. Eh bien, pour illustrer, ce que vient de dire Pascal, je vais vous parler du fonds d'accessibilité, donc du fonds d'accessibilité aux œuvres de la DRAC, puisque nous en avons, nous-mêmes bénéficié. Nous avons répondu à un appel à projet en 2022 et effectivement la DRAC, PACA,
a répondu favorablement à notre demande et c'est grâce à ce fonds que nous avons pu nous équiper avec certains des éléments dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt, notamment Facility, les rampes d'accès, les boucles à induction magnétique, etc. Tout ça, c'est grâce à ce fonds que nous avons pu le mettre en place. Et une petite chose qu'on a peut-être moins évoquée, mais à laquelle il faut penser, surtout dans le cas des compagnies qui viennent pour le festival ou des théâtres, mais c'est aussi à la mutualisation de ces outils. Nous, par exemple, nous faisons partie du COFIS, donc le collectif des festivals éco-responsables et solidaires en région Sud. Le COFIS s'est doté de gilets vibrants. Nous pourrions faire la demande de prêt, de ces gilets vibrants. C'est le cas aussi pour certains théâtres d'Avignon et du Vaucluse, où notamment le IN et certains, théâtres, partagent, ces équipements dont ils se sont, dotés, partagent aussi les formations, partagent les souffleurs d'images. Une personne qui fait la formation de souffleur peut intervenir ailleurs que, dans son théâtre ou pour sa compagnie. Donc il faut penser aussi à toute cette mutualisation qui est un levier finalement de financement, indirect, mais, très utile. Merci beaucoup. Et justement, penser une création accessible, pour clore le sujet que j'abordais avec France Télévisions, il convient aujourd'hui que la compagnie, la production pense évidemment à une version accessible et il convient que les lieux de programmation, de diffusion soient dotés des outils qui permettent la diffusion de l'accessibilité, à savoir un surtitreur, à savoir un vidéoprojecteur, éventuellement s'il y a des vignettes de sous-titrage, que ce soit la boucle magnétique ou des casques d'audio description. Et on revient donc à cette notion de mutualisation. Effectivement, il convient de mobiliser les uns et les autres sur leur ambition et d'apporter des réponses. Je vous signale que sur Avignon est en train d'émerger une entreprise adaptée dédiée à l'accessibilité événementielle avec le soutien d'audience. Cette entreprise adaptée a pour vocation de, bien sûr, recruter des professionnels qui, en cours de carrière, sont empêchés par leurs problématiques de santé ou de handicap et empêchés pour pouvoir avoir une activité professionnelle, j'allais dire, continue, et puis apportera des réponses, que ce soit sur des audits d'outils de communication, mais aussi la mise à disposition de rampes d'accessibilité, mise à disposition de casques de description. Donc, restez attentifs, il s'agit de l'éveilleur Scope qui est à Saint-Ruf à Avignon. Donc d'ici quelques mois, il y aura des solutions sur ce territoire Vaucluse. Je voudrais juste, peut-être Oui. avant que tu poursuives, Pascal, revenir sur cette question de la mutualisation. C'est très important à plusieurs titres. Effectivement, l'accessibilité, ça peut coûter cher, en tout cas les équipements, et pour des raisons de restriction de budget, mais je pense aussi d'écologie de nos métiers, il est vraiment important de penser à mutualiser les outils le plus possible. D'autant que j'ai pas moi de très très bonnes nouvelles sur le fonds d'accessibilité. En ce moment, il y a des restrictions budgétaires qui sont très fortes et que les dernières informations que j'ai, c'est que ce fonds ne sera plus mobilisable qu'une fois tous les 5 ans. Une fois qu'on a demandé, il faudra attendre 4 ans avant de le redemander, et que probablement que sa dotation va baisser. Mais en tout cas, il y a un truc, voilà. Donc, dans un contexte contraint, effectivement, développer les partenariats et la mutualisation, c'est salutaire pour nos métiers, salutaire pour l'accessibilité, mais aussi pour l'écologie de manière générale de nos métiers. Voilà, c'était important, je pense, voilà, de le redire. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur le sujet des solutions digitales numériques, c'est ce que nous avons fait justement lors de la 4e rencontre pour l'emploi des personnes en situation de handicap dans la culture. Nous avons mis à disposition un village, une sorte de culture tech, avec une douzaine d'entreprises, dont justement Panthéa et les lunettes Théâtre in Paris, mais aussi avec Axéo, qui permet la communication avec des personnes sourdes et malentendantes. Les solutions numériques aujourd'hui sont très utiles. On le voit avec Google Traductor. Vous pouvez aisément converser avec une personne sourde ou malentendante, puisque s'affiche ce que vous dites, elle peut le lire, et ainsi de suite. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de solutions. On pense à Greta pour l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles, au cinéma. Il y a beaucoup de choses. Donc, on arrive avec l'accessibilité digitale à réduire le coût que peut représenter l'accessibilité et puis surtout pouvoir tourner plus facilement un spectacle avec les solutions déjà intégrées.
Il convient évidemment, une fois qu'on a mis en place ces différentes réponses aux besoins des personnes en situation de handicap, de pouvoir, j'allais dire, les faire venir, fédérer largement. Depuis, je l'ai dit tout à l'heure, très rapidement, mais c'est vrai que nous avons construit notre collaboration avec les personnes en situation de handicap par le champ associatif qui était le médiateur, qui connaît les usages, qui connaît, comment dirais-je, comment communiquer. Il convient aujourd'hui d'intégrer le sujet et quoi qu'il en soit, de ne pas seulement communiquer vers les associations des personnes en situation de handicap, mais plus largement. Ainsi, communiquer vers les comités d'entreprise qui, dans les entreprises qui sont assujetties à l'obligation d'emploi, ont fatalement des salariés, des collaborateurs qui sont en situation de handicap et qui peuvent trouver opportun de recevoir une information sur des mesures d'adaptation. Mais ce n'est pas que là, c'est aussi les référents handicap dans les universités, car toutes les écoles supérieures, tous les organismes de formation initiale et continue ont l'obligation d'avoir un référent handicap. Donc ça peut être opportun aussi de faire passer l'information à leur intention pour qu'eux-mêmes s'en fassent le relais. C'est aussi les salles de sport, ce sont les bibliothèques et pourquoi pas les ophtalmos et pourquoi pas les kinés et pourquoi pas les opticiens, car il y a là évidemment aussi des personnes qui ont des besoins spécifiques et qui vont chercher des réponses pour y apporter des réponses. Ce qui est important aussi, c'est de ne pas j'allais dire, le sous-traiter. Souvent, on voit dans les programmes le sujet à la marge, tout en fin de programme, où personne ne va en général. D'ailleurs, programme que je vous invite également à mettre à disposition via un QR code. C'est tellement plus simple que d'avoir différentes propositions de papier ou d'outils adaptés, dans la mesure où les personnes aux besoins spécifiques sont elles-mêmes dotées dans leur quotidien de solutions digitales, de claviers adaptés, de synthèse vocale. Donc, en le téléchargeant, elles vont pouvoir accéder à leur adaptation nécessaire. Donc, le QR code, c'est vraiment important. Et puis, j'allais dire, c'est un peu éco-responsable. Ça évite le papier et ça évite de jeter des choses qui n'ont peut-être pas servi autant qu'on l'envisageait. Faire la différence, donc, c'est affirmer votre ambition, évidemment de diversité. Tout à l'heure, on parlait de la tarification. Je ne suis pas favorable, je vous le dis franchement, à une tarification dédiée aux personnes en situation de handicap, car ça ne veut pas dire que l'on soit précaire. En revanche, d'avoir une tarification à l'intention des minima sociaux, est beaucoup plus ouvert, car ça permet évidemment à la personne qui est détentrice de l'allocation adulte handicapé, car on peut être reconnu en qualité de travailleur handicapé, mais ne pas bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Les minima sociaux va intégrer le RSA, va intégrer différents sujets, ce qui est peut-être plus ouvert, moins discriminant, et qui permet finalement aux personnes aussi en situation de handicap qui ont les moyens et qui ne demandent pas d'être considérées autres que les autres, de pouvoir s'intégrer parfaitement et de ne pas être stigmatisées par un tarif qui leur serait dédié. Tarif qui, à juste titre, pendant très longtemps a été proposé puisque on ne pouvait décemment pas vendre une place à tarif complet quand, au final, la personne était à peine ou pas suffisamment satisfaite dans ses besoins d'accessibilité. Alors, faire la différence, c'est donc affirmer cela, si j'ose dire, en première page et de s'appuyer sur le grand public qui lui-même connaît dans son environnement des personnes concernées qui, encore une fois, ne se sont pas déplacées, convaincus que, ici comme ailleurs, leurs besoins ne sont pas satisfaits. Donc, en s'appuyant sur le grand public, vous allez avoir un ambassadeur formidable, de le mettre en tête de programme, comme quoi vous êtes engagé sur le sujet et vous apportez des réponses à ce sujet, sera toujours plus opportun que de le mettre en fin de programme où pas grand monde ne se rend. Ça vaut aussi, bien sûr, par la diversité de vos collaborateurs qui sont en charge de l'accueil. Quel est le meilleur message que de se reconnaître dans ceux qui nous accueillent et de se dire, je suis donc légitime pour être ici puisque celui-là ou celle-là, ils sont aussi. Donc, plus on va vers la visibilité de votre engagement, plus évidemment cet engagement sera bénéfique à tous. C'est la diversité sur le plateau. C'est la diversité également dans les coulisses, tout naturellement. Donc, vous voyez, faire la différence, c'est aussi non pas seulement traiter le sujet, mais l'affirmer et voire même le mettre en priorité de tous vos messages d'information. À ce stade, avez-vous des questions? La parole circule.
Je pense que c'est tellement clair qu'il n'y a pas de question. Je m'en réjouis. Je m'en réjouis. Alors, on va vous partager des ressources. Je vais, pour ma part, vous les mettre dans le chat. Ouais, je pense que c'est le mieux. J'en ai mis dans le chat au fur et à mesure. J'ai partagé donc le site de Philippe. Je pense avoir partagé le bon lien. J'ai partagé aussi le lien de notre site à nous, la rubrique accessibilité, où vous trouverez vraiment toutes les réponses concernant ce sujet-là. Effectivement, je veux bien que Pascal, toi, tu mettes C'est voilà, fait. accueil mission handicap. Voilà. J'ai assez rapidement enlevé effectivement le PowerPoint parce que je trouvais que c'était quand même plus sympathique de voir nos visages. C'était que les titres. Euh, Je vous redonne mon mail dans le chat. Car bien évidemment, l'objet ici, c'est de vous apporter un premier niveau d'information. Ce n'est pas de vous écraser. L'objectif, c'est pas que vous deveniez sachant, comme on le dit, mais plutôt que vous soyez éveillé sur et alerté sur et les responsabilités et les possibilités et les nécessités, bien sûr. Et puis, si vous voulez aller plus loin, je suis bien sûr à votre écoute. Je serai présent pendant le Festival d'Avignon. mhm. Donc, nous pouvons nous rencontrer. Je peux évidemment venir voir et vous conseiller. Je l'ai fait pour le Train Bleu, je l'ai fait pour beaucoup de lieux de culture, le Théâtre du Balcon et autres. Donc, n'hésitez pas. Si je peux être utile, alors j'aurai rempli ma mission. Maintenant, c'est à vous d'être les ambassadeurs de tout cela, que ce soit auprès de vos collaborateurs, auprès de vos programmateurs, voire même producteurs, car ce sujet, vous l'avez constaté, est vraiment à 360 degrés, que ce soit sur le plateau, derrière le plateau, mais aussi dans la salle et de fait aussi dans les administrations des lieux de culture. Je ne sais pas si Philippe, tu voulais rajouter quelques éléments ou... Non, enfin, je pense que c'est très, très clair. Enfin, je pense que bien rappeler que la question, elle est, il y a vraiment des choses. L'accessibilité, ça sert à tous. C'est-à-dire que l'accessibilité, on l'a vu, c'est pour toute personne qui serait empêchée partiellement, totalement ou même provisoirement. Donc, à l'instar de la rampe d'accès qui permet évidemment au fauteuil d'accéder à un théâtre, mais permet aux poussettes, permet aux livreurs, permet etc. Donc en fait, les adaptations et l'accessibilité, elle a un impact et elle profite à tous. C'est pas quelque chose qui ne profite qu'à certains. Donc c'est bien un projet de société dont on parle là. Et je dis que quand on parle de l'accessibilité aux œuvres de spectacle vivant, ça aussi, ça profite à tous parce que les inventions qu'on va avoir, les idées, les dispositifs qu'on va trouver pour permettre à une œuvre d'être accessible, va nous permettre de rechercher d'autres modes de narration, d'autres modes dramaturgiques, d'autres modes esthétiques, et que ça participe à la création contemporaine et que c'est important de voir ça. Donc moi, je pense que c'est vraiment ce message à bien rappeler, c'est que on a tous intérêt à faire de l'accessibilité, qu'on soit concerné ou pas. Au-delà, je dirais, des bonnes intentions, évidemment que c'est important l'accessibilité, mais ça profite à tous. Je pense qu'il y a la question de la chaîne d'accessibilité que tu évoquais, Pascal, dans ton introduction. Voilà, c'est une chaîne. À partir du moment où on part de chez soi jusqu'au moment où on va y revenir, des fois, on n'a pas de, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas tellement comment dire, de prise. On maîtrise pas les transports en commun de sa ville, mais on peut mettre en place des choses, du covoiturage, on peut mettre en place des navettes, des choses comme ça. Donc, voilà, il y a une chaîne d'accessibilité, il faut bien la penser à tous les endroits. Et l'important, c'est qu'effectivement, ça ne soit pas un impensé. Vous êtes à la hauteur de ce que vous pouvez faire. Évidemment que tout le monde ne peut pas être parfait du jour au lendemain, que ça prend du temps, que ça prend de l'énergie, que ça demande de l'expérience et que voilà. Mais que ça ne soit pas un impensé, que vous ayez pensé la chose et que vous ayez entamé quelque chose à votre endroit, à votre niveau possible. Et voilà. Je crois que- Oui, effectivement, tu as pas parfaitement raison de rappeler ce point, de rappeler également peut-être qu'au moment où on s'inquiète sur la fréquentation des spectacles, c'est de se dire pourquoi se priver de cette typologie de spectateurs, tout autant
on le voit bien, de plus en plus de directeurs techniques sont obligés de sonoriser les spectacles parce que les spectateurs n'entendent plus très bien, ne voient plus très bien et demandent à être placés au premier rang. Alors certes, il y a peut-être un déficit de projection vocale de la part des personnes qui sont sur le plateau, mais il y a aussi un déficit d'audition et de vision, voire même de compréhension des personnes qui sont spectateurs. Donc, c'est un sujet qu'il convient de traiter, j'allais dire, progressivement. Il s'entend, par étapes, peut-être d'ailleurs de le structurer en termes de construction. Mais comme je le disais tout à l'heure, le handicap augmente de 7,6% par an. Le chiffre est constant, certes, mais comme je l'ai dit, la génération qui arrive et qui est déjà en place et qui donc est pleinement investie dans la cité, on le voit dans les universités, on le voit dans tous les métiers aujourd'hui, ce sont des spectateurs potentiels qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'ils puissent être adaptés. On a déjà adapté les tarifs. On a adapté les horaires de spectacle, on le voit bien pour l'avancée en âge. On fait des spectacles l'après-midi parce que le risque de rentrer à la nuit tombée peut être un frein à venir. Donc on voit bien que la notion d'adaptation n'est pas une nouveauté, si ce n'est que d'un seul coup, on est en train d'intégrer le fait qu'il y a une diversité de réponses à apporter pour les personnes parce qu'elles n'entendent pas, parce qu'elles ne comprennent pas ou parce qu'elles ont des besoins comportementaux qui doivent être anticipés et pris en compte. On n'a pas eu de difficulté pour mettre l'électricité à Versailles, ni pour mettre l'air conditionné. Et d'ailleurs, dans les théâtres d'Avignon, que j'ai grandement fréquentés quand j'étais plus jeune, que ce soit en termes de spectateurs ou en termes de comédiens, l'air conditionné n'était pas naturel au départ, il a été rajouté. Donc on voit bien que pour garder les spectateurs, on sait faire les investissements qui vont bien. Donc on peut aller plus loin parce que les grands-parents sont souvent aussi les médiateurs vers la culture de leurs petits-enfants, parce que les parents travaillent, et donc ne pas pouvoir accueillir ces personnes qui sont âgées, c'est aussi peut-être se priver de tous ceux qui demain seront dans nos salles. C'est important aussi, tu parles d'une génération aussi aujourd'hui. Moi, je le vois, nous, on intervient justement auprès d'une licence professionnelle qui prépare au métier support, de chargé de diffusion, de production, etc., ainsi qu'à l'École supérieure de théâtre de l'Union à Limoges, et l'école supérieure, là pour les futurs comédiens. Et on voit aussi que dans les 5-6 dernières années, le profil des jeunes et des étudiants a beaucoup évolué et que ces questions-là, elles sont au cœur aussi de leurs préoccupations et que ça, c'est assez positif. Je veux dire, oui, il y a des restrictions budgétaires, des choses en ce moment qui peuvent faire craindre que la question de l'accessibilité repasse un peu au second plan, mais en même temps, en termes de préoccupation, à la fois des générations qui arrivent, des étudiants aujourd'hui et des professionnels de demain, c'est des préoccupations qui sont réellement présentes et voilà, et pas juste voilà des étudiants qui sont là pour bien faire et qui disent oui oui, mais il y a une vraie réflexion et ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif, en tout cas pour l'avenir. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci encore une fois au Festival Off de l'avoir programmé, de nous y avoir conviés. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Alors moi, je vous dis à bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Merci Pascal, merci Philippe. Merci à vous en tout cas, super démarche. Merci. Merci.